Lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne engagea dans le combat une arme qui allait devenir capitale, le char. On n'avait jamais rien vu de tel sur un champ de bataille. En 1918, il participa au sein des armées britanniques à l'écrasement des Allemands en France. Au printemps 1940, l'Allemagne prit ses ennemis au dépourvu en lançant une impitoyable déferlante blindée sur le territoire français. Non seulement cela mit le pays à genoux, mais força également les Britanniques à fuir le continent, en laissant les chars sur les plages de Dunkerque. Cet épisode montre à quel point les Britanniques durent surmonter des difficultés techniques, tactiques et financières pour imposer un char qui pourrait affronter l'une des armées les plus redoutables au monde. Ce fut l'origine du Cromwell. Le Cromwell, un poids lourd britannique. Entre 1914 et 1918, les chars autant que les avions étaient devenus des armes de guerre déterminantes. Le char fut créé par les Britanniques en 1915 et utilisé la première fois le 15 septembre 1916. Ses débuts furent loin d'être un succès. Il était handicapé par une multitude de défauts. Les Britanniques inventèrent le char et en 1917, ils savaient très bien s'en servir. Au début, lors de son apparition en 1916, le char était très primitif et il n'y en avait pas assez. Mécaniquement, il était peu fiable, mais c'était un départ. Et comme de nombreux autres systèmes d'armes, il eut fallu du temps pour devenir véritablement efficace. En 1917, il était devenu très bon. En 1918, seuls les Britanniques disposaient d'un char opérationnel très supérieur à une automitrailleuse, même surarmée. Les chars de la Première Guerre mondiale n'avaient pas de tourelles, comme vous pouvez le constater sur ces chars. Ils avaient des meurtrières sur les flancs de la caisse montées assez bas pour pouvoir tirer à l'intérieur des tranchées lorsqu'on passait au-dessus. La caractéristique première de tous les chars de la Première Guerre mondiale était dictée par leur capacité à franchir les tranchées et les gros obstacles. Pour cela, ils avaient besoin d'un dispositif appelé unditching beam sur le toit. Une grosse poutre de bois était déposée dans la tranchée et permettait au char de s'extraire de lui-même. On ne pouvait donc installer une tourelle sur le toit du char si on devait disposer d'un tel système. Les équipages travaillaient par des températures de 40 degrés. C'était extrêmement chaud, très déplaisant, avec une atmosphère chargée de vapeur de fioul et de monoxyde de carbone. La fiabilité mécanique était également un problème majeur. Sur les premières versions, les chenilles cassaient souvent et il y avait régulièrement des problèmes. Certains de ces problèmes ne furent pas résolus avant la fin de la guerre. Durant la seconde moitié de l'année 1917, plusieurs officiers britanniques considéraient le char comme une erreur coûteuse. Mais la bataille de Cambrai, le 20 novembre 1917, leur prouva le contraire. La première véritable opportunité d'utiliser le char au combat se présenta lors de la bataille de Cambrai en 1917, lorsqu'un grand nombre de ces engins percèrent les lignes allemandes sans bombardement d'artillerie préalable, prenant l'ennemi par surprise et progressant sur un sol en bon état plutôt que sur un sol ravagé, ce qui permit une percée spectaculaire. C'est pourtant là que les problèmes inhérents au char apparurent. Il n'était pas assez rapide et l'attaque échoua, même si elle permit d'entrevoir le potentiel des chars. La prestation des chars à Cambrai montra qu'utilisés en grand nombre sur un sol adapté et avec l'avantage de la surprise, ils pouvaient être utilisés efficacement. La performance des Britanniques ne montra pas seulement ce qui pouvait être accompli,
Mais elle fut suffisante pour gagner la confiance de l'infanterie et du haut commandement. Les chars ne firent pas gagner la Première Guerre mondiale aux Alliés. Mais ceux-ci, améliorés, disponibles à la fin de 1918, apportèrent une contribution significative à la victoire qui obligea les Allemands à signer l'humiliant armistice du 11 novembre 1918. Je pense que la difficulté réside dans l'image que le public se faisait des chars, bien plus importante que ce qu'il en était vraiment. Ils étaient vus comme l'arme qui permettrait de gagner la guerre. Il en était de même pour les politiques. Mais l'armée savait que ce n'était pas le cas. Les chars étaient très utiles, employés en coordination avec l'infanterie et l'artillerie. C'était un engin qui pouvait franchir les obstacles, créer des brèches dans les barbelés allemands et ouvrir un passage pour l'infanterie. Mais ce n'était pas l'arme qui allait gagner la guerre. Était-ce une arme d'appui de l'infanterie? Les chars allaient-ils remplacer la cavalerie? Voulait-on des gros chars ou des petits chars? Les gros chars lourds étaient chers à produire, et on ne pouvait disposer que de quelques-uns d'entre eux, tandis que les chars légers montraient des capacités limitées. Oui, il y avait un énorme débat. Quel rôle le char était-il supposé jouer? Était-il censé combattre d'autres chars? Devait-il combattre l'infanterie? Était-il une arme stratégique ou une arme qui, par sa simple présence, devait dissuader l'adversaire et le pousser à se replier? Ironiquement, la majorité des leçons furent apprises par les Allemands, qui n'avaient pas inventé le char, le seul qu'ils aient jamais produit ayant été un échec complet. La leçon qu'ils retinrent était que même si les blindés n'étaient pas la clé de la victoire, ils pourraient le devenir dans le futur. Si vous êtes Allemand, vous devez gagner la guerre très rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous ne la gagnez pas du tout, et ce en raison de la situation géographique de l'Allemagne. Les militaires allemands virent qu'une arme comme le char leur permettrait de remporter la victoire très rapidement. Ce qu'ils ne voulaient surtout pas, c'était se retrouver dans une guerre d'usure, qu'ils auraient inévitablement perdue. Jusqu'au début des années 30, les Britanniques étaient leaders dans le développement de chars et de leur doctrine d'emploi. Pendant les années 30, malgré tout, ce leadership leur échappa. Les autres pays investissaient beaucoup plus d'argent et de ressources industrielles dans le développement des blindés. Au final, la Grande-Bretagne était loin d'être prête lorsque l'Allemagne lança son Blitzkrieg en France en 1940. L'opération fut dévastatrice. Le Blitzkrieg déferla sur la France. Les Français et les Britanniques avaient à eux deux plus de chars que les Allemands. Et la plupart du temps, leurs chars étaient meilleurs. La différence résidait dans le fait que les Allemands savaient comment s'en servir et pas les Britanniques. Le développement des forces blindées britanniques et les problèmes techniques allèrent de mal en pis au début des années 30. L'une des raisons à cela, la plus simple, fut la coupe budgétaire du gouvernement en 1931. Elle toucha particulièrement durement l'armée. La Grande Dépression eut un impact assez différent en Allemagne, car elle porta Hitler au pouvoir en 1933. Et le gouvernement allemand donna alors toute priorité à son armée. Les Allemands avaient mené le développement secret d'un char en coordination avec les Russes. Étrangement, tout cela était secret en dehors des frontières de l'Allemagne et de la Russie. Mais après son arrivée au pouvoir, Hitler aimait à afficher la montée en puissance des armées allemandes, et surtout combien ces panzers allaient être efficaces. Les divisions blindées britanniques, composées en majorité de chars légers et de blindés d'infanterie, furent annihilées avant que la France ne tombe finalement en 1940. Bien que la plupart des soldats se soient échappés, tous les chars furent abandonnés. Les années d'indécision et d'économie qui avaient freiné le développement des chars britanniques revinrent hanter le ministère de la Guerre. Face à la toute-puissance et à la flexibilité des Panzer-divisions allemandes, les stratèges britanniques furent forcés de repenser leur doctrine d'emploi des chars, d'entraînement et d'équipement. Ce fut un réveil difficile. Un nombre incalculable de rumeurs naquit de cette mythique invincibilité des chars allemands, alors qu'ils étaient tout le contraire.
et bien souvent moins bons que les chars français ou britanniques. Il est intéressant de voir que les Russes aussi subirent les effets de la propagande allemande, ce qui déclencha la course à la puissance jusqu'à la fin de la guerre. Les Britanniques, eux, ne s'y prêtèrent jamais. Les Allemands savaient exactement ce que nous projetions. Ils vinrent fréquemment en Angleterre nous rendre des visites courtes, formelles et savamment organisées. Ils venaient, observaient une division blindée, son mode de fonctionnement, échangeaient des informations avec les Britanniques qui la commandaient. Ils tirèrent de ces échanges de nombreux enseignements qu'ils appliquèrent à leur propre conception de l'utilisation des blindés, qui, comme je l'ai dit, fut largement développée sur le front russe. En réalité, les Allemands étaient en retard sur les Russes. Mais ils étaient en avance sur nous au moment où nous allions devoir les affronter. Au début des années 40, les chars passèrent directement de la planche à dessin aux chaînes de montage. Sans aucune période de test, les cruiser tanks furent envoyés au front, souvent avec des résultats désastreux. Au début de la guerre, il y eut plus de pertes liées à des engins défectueux qu'au feu de l'ennemi. Les quelques années qui s'écoulèrent entre la conception et la production de masse signifiaient que les chars britanniques arrivaient sur le champ de bataille bien après le moment où l'on en avait besoin. Ce délai signifiait que les modèles qui furent conçus au début de la guerre étaient déjà en retard sur leurs homologues allemands. Je pense qu'il y avait une confusion au sein de l'armée concernant ce qui était nécessaire pour la guerre mécanisée du futur, et qu'au final, les Britanniques conclurent qu'ils avaient besoin d'une grande variété d'engins. Donc ils tentèrent de concevoir une gamme de chars qui pourraient remplir leur rôle spécifique sur le champ de bataille, plutôt que d'en produire un qui pourrait tout faire de manière efficace. Les Britanniques étaient réellement en train de développer deux types de chars distincts. Un char léger, qui était principalement destiné à la reconnaissance, et un char moyen, censé mener différents types de combats. Je pense que les Britanniques étaient logiques dans leur raisonnement. Simplement, au moment où il devint apparent au tout début de la guerre que cela ne fonctionnait pas, ils n'ajustèrent pas leurs efforts et ne modifièrent ni leur concept, ni la façon dont ils produisaient les chars. Je pense donc que c'est dans cette incapacité à s'adapter que résidait le problème. Le Crusader servit au sein des forces britanniques en Afrique du Nord jusqu'à l'arrivée du Grant américain. Mais à la fin de la très longue chaîne de développement des cruiser tanks au cours de la guerre, un char se distingua qui non seulement gagna le respect et l'affection des tankistes anglais, mais propulsa également la technologie britannique vers les sommets au niveau mondial, le Cromwell. Le premier cruiser tank, l'A9. Avec son équipage de 6 hommes, l'A9 entama sa carrière comme char moyen, une classification qui changea par la suite pour devenir un cruiser tank. L'A9 était armé d'un canon de 2 livres et de 3 mitrailleuses de 7,65 mm. Son blindage faisait plus de 14 mm d'épaisseur. Son bloc moteur AEC développait 150 chevaux, propulsant l'engin à une vitesse de 30 km avec 180 km d'autonomie. Bien que les premiers tests aient démontré le surpoids de ce char et une tendance à décheniller, Vickers travailla dessus une année supplémentaire. Et en 1939, les premiers exemplaires étaient livrés en France, en Égypte et en Grèce. Mais les problèmes d'approvisionnement qui avaient plombé le développement de l'A9 étaient loin d'être résolus. Certains exemplaires avaient été livrés sans le canon de 2 livres, tandis que ceux qui avaient le canon n'avaient pas de munitions. Il n'y avait pas de pièces détachées, ni d'outils, et trop peu de soldats étaient formés à la réparation et à la maintenance de ces engins. Les origines de l'A9 sont très floues. Il fut conçu au départ en réponse à une demande concernant un char de soutien de l'infanterie. C'est pour cela qu'il disposait de 2 mitrailleuses sous casemate assez peu maniables et d'un équipage important. Il fut finalement utilisé comme cruiser tank, mais au moment où nous avions défini ce que nous voulions faire avec les chars, nous nous sommes rendus compte qu'il était trop gros, trop cher et un peu trop mobile pour son rôle de char d'infanterie. L'A9 avait une suspension très fiable et il était armé d'un canon de 2 livres.
Il était raisonnablement adapté pour les campagnes dans lesquelles il fut engagé. Il avait quelques limitations en tant que cruiser-tank. La suspension n'était pas conçue pour les grandes vitesses. C'était un très bon système, mais fait pour les faibles vitesses. Il n'était pas suffisamment puissant. Le blindage de l'A9 était vraiment mince. Je pense qu'il y avait également des problèmes d'engrenage et de fiabilité mécanique. Il ne pouvait pas tirer d'obus explosifs. Donc sur le champ de bataille, s'il se trouvait face à autre chose qu'un char, des défenses anti-chars par exemple, il devenait totalement impuissant. Encore une fois, nous ne savions pas réellement nous en servir. Même s'il avait eu un aussi bon canon que les chars allemands, même s'il avait été aussi fiable, jusqu'à ce que nous, Britanniques, apprenions comment utiliser nos chars, comment les armer de canons anti-chars, nous n'aurions pas été bien loin. Au même moment, alors que l'A9 était en développement, le ministère de la Guerre commença à envisager la prochaine génération de cruiser-tanks. Ainsi, en 1936, le ministère de la Guerre envoya des officiers en Union soviétique afin d'étudier la question. Leur découverte révolutionnèrent la conception britannique des chars. Ce qui les impressionna le plus, ce furent les incroyables performances tout-terrain des chars BT russes qui incorporaient un système de suspension conçu par l'ingénieur américain J. Walter Christie. Le ministère de la Guerre américain avait rejeté l'invention de Christie et il fallut l'évolution du conflit pour que celle-ci soit reconnue comme l'une des plus grandes innovations en matière de chars. En 1936, non seulement les chars russes étaient capables de dépasser les 60 km/h, mais ils étaient infiniment plus fiables, au point que certains d'entre eux sont toujours en service. Après ce rapport, le ministère de la Guerre chargea la Nuffin Mechanization Company, la branche blindée du groupe Morris, de commencer à étudier la construction d'un cruiser-tank rapide basé sur la suspension Christie. Prédateur du désert, le Crusader. En décembre 1938, les premiers exemplaires du A-15 quittaient les chaînes de production. L'A-15 remplaça progressivement les A-9 vieillissants pour devenir le principal cruiser-tank de la British Army. L'A-15, également connu sous le nom de Crusader, était manœuvré par un équipage de 5 hommes. Il était armé d'un canon de 2 livres et de 2 mitrailleuses BESA de 7,92 mm. Le blindage du Crusader était de 40 mm. Son moteur Nuffield Liberty de 340 chevaux le propulsait à 50 km/h sur route avec une autonomie de 160 km. Le Crusader, à mon avis, était probablement le char le plus séduisant jamais produit. Il pouvait se déplacer à une vitesse assez phénoménale. Les tireurs anti-chars et les équipes de mortiers le trouvaient très difficile à ajuster, car il se déplaçait très rapidement, et ils n'arrivaient pas à le garder dans leurs instruments de visée. Il se déplaçait trop vite, ce qui compliquait leur tâche. En termes de capacité de pénétration, le tube de 2 livres, ou 40 mm, était plutôt bon pour un canon de 1941. En 1942, la situation commençait à changer, et le pouvoir de perforation du 2 livres n'était plus adapté. De plus, il ne pouvait pas tirer d'obus explosifs, nécessaires dans certaines situations. Le problème avec le Crusader dans le désert occidental était qu'il n'était que partiellement fiable mécaniquement, et cela prit du temps avant que ce problème ne soit résolu. Initialement, nous avons perdu plus de chars à cause de pannes mécaniques que du fait de l'ennemi. L'autre problème résidait dans le canon. Le 2 livres n'était tout simplement pas assez puissant pour être d'une réelle efficacité contre les chars allemands, y compris les Panzer III et IV, sur lesquels l'obus rebondissait. Lorsque les Allemands mirent en service les Panthères et les Tigres, ils déployèrent 25 Tigres en Afrique du Nord vers la fin des combats, et bien les pauvres Crusaders n'avaient aucune chance. Le Crusader fit ses débuts en 1941, alors que la campagne d'Afrique atteignait sa phase critique.
En septembre 1940, les forces italiennes avaient reculé jusqu'en Égypte. Depuis décembre 1940, Britanniques, Indiens et Australiens les poursuivaient sans relâche. Leurs canons de 2 livres étaient adaptés à cette tâche, et en février 1941, la plupart des chars italiens étaient hors de combat. Neville Gilman était chef de char au sein de la 7e division blindée, plus connue sous le nom de Rat du désert. Nous sommes arrivés en Égypte à la fin août 1941. L'Italie était, comme vous le savez, en guerre. Et la Libye était une colonie italienne. Les Britanniques envahirent donc la Libye. Ils avaient battu l'armée italienne, mais lorsqu'ils atteignirent Benghazi, leur ligne logistique était très étirée. Les chars que nous avions avec nous étaient les Crusaders. Ces chars avaient été livrés par train à Hamaria. Début novembre, nous commençâmes à progresser vers l'ouest jusqu'à ce que nous appelions les barbelés, une véritable barrière de barbelés qui suivait la frontière entre l'Égypte et la Libye. Nous eûmes notre premier engagement le 19 novembre. Avec ce que nous pensions être une colonne de transport italienne. Les rapports de services de renseignement disaient que c'était de simples camions italiens. En fait, ces camions renfermaient des canons anti-chars. Le régiment exécuta une grande charge qui se solda par de très lourdes pertes. Les équipages de chars alliés couraient au désastre, comme à Dunkerque, par malchance et par manque de préparation. La riposte allemande à la débâcle italienne fut intraitable. Ils envoyèrent un as des chars, Rommel, qui repoussa promptement et avec brio les Alliés à la frontière égypto-libyenne. Ce fut un choc pour les Alliés. Il y avait un autre motif de réjouissance pour les Allemands. Non seulement leurs chars étaient protégés par un blindage plus épais et armés du canon long de 50 mm, mais ils avaient également découvert un nouvel usage dévastateur de leurs canons anti-aériens, connu sous le nom de 88. Je suis sûr que nous avons été touchés par un canon allemand de 88 mm, celui qui nous terrifiait tous, car c'était à l'origine des canons anti-aériens. Lorsqu'ils vous touchaient, ils mettaient tout simplement le char en pièces. Ces canons étaient énormes, avec une vitesse initiale colossale. Les Allemands étant très consciencieux et efficaces, ils décidèrent de convertir leurs canons anti-aériens en canons anti-chars. Ils les utilisèrent avec une terrible efficacité. On espérait toujours s'en sortir et c'était souvent le cas. Moi-même, je m'en suis sorti 3 fois et je continuais. Nous avions un sergent qui s'en était sorti 15 fois et qui persistait. Les malchanceux étaient ceux qui étaient blessés et qui ne pouvaient s'extraire du char lorsque celui-ci prenait feu. C'était le pire des scénarios. Et bien évidemment, vous aviez toujours cette idée dans un coin de la tête. Le problème pour les Alliés n'était pas le rythme avec lequel leurs propres chars entraient en activité, ni la puissance blindée des forces de l'Axe. Non. Les Allemands savaient tout simplement comment utiliser leurs chars, et ce, avec un effet dévastateur. La véritable supériorité allemande, je pense, résidait dans l'emploi de leurs blindés. Les Allemands étaient meilleurs parce qu'ils concentraient leurs chars sur le champ de bataille. Les Britanniques avaient une fâcheuse tendance en 1941 et début 1942 à disséminer leurs blindés sur toute la zone de combat, voire même sur tout le théâtre d'opération.
Ce n'était pas bon, car ils devaient alors faire face à des blindés allemands bien plus concentrés. Nous pensions vraiment que nos chars étaient le dernier recours. On nous avait vendu le concept des 9 field cruisers, les Crusaders. Nous savions qu'ils étaient extrêmement rapides. Ils pouvaient atteindre les 60 km/h sur un désert plat. Nous savions que le canon était petit car le canon était secondaire. Un canon de 2 livres, soit 40 mm. Nous disions en permanence que, dans le désert, nos chars étaient de petites choses fragiles armées de canons jouets. Nous allions en guerre avec une chose pathétique appelée 2 livres. Et la première fois que j'ouvris le feu sur un char allemand, l'obus parcourut 450 mètres et se planta dans le sable. Il ne pouvait pas toucher le char, et même s'il l'avait pu, il ne l'aurait pas endommagé. Nous observions nos munitions de 2 livres rebondir sur les Panzer III et Panzer IV à 450 mètres de distance. Eux, ils utilisaient un canon de 50 mm, extrêmement puissant sur le Panzer III. Le Panzer IV avait un canon de 75 mm, qui arrivait à percer le blindage du Crusader, même de face. À l'été 1940, il devint douloureusement évident que la Grande-Bretagne avait besoin d'un cruiser-tank avec un blindage plus épais et un canon plus puissant que le Crusader. Dans l'urgence, un canon de 6 livres fut monté sur des Crusaders modifiés en attendant un véritable remplaçant. Cela impliquait de supprimer un membre d'équipage dans la tourelle, sachant que manœuvrer celle-ci requiert 3 hommes. Alors, en novembre 1940, le Bureau de développement des chars publia son cahier des charges pour la nouvelle génération de chars. Le Liberty était complètement obsolète au milieu de la guerre. Ce moteur datait de 1916. Il avait vraiment fait son temps. De l'autre côté, le Météor était simplement un moteur Rolls-Royce Merlin, dont on avait retiré le compresseur et que l'on avait équipé d'une transmission différente. C'était un moteur qui développait maintenant 600 chevaux, avait fait ses preuves et était incroyablement fiable. Il constituait un formidable moteur de char. Il fut utilisé sur les chars britanniques jusqu'à la fin des années 60. L'un des problèmes avec les chars britanniques durant cette période, et ironiquement c'est un problème qui réapparut dans les années 70 et 80, résidait dans la sous-motorisation de ces engins. Mais avec l'arrivée du Météor, ce handicap disparut. Le moteur du Météor était dérivé de celui du Spitfire, qui était un moteur très fiable. Il était beaucoup plus technique que ce qui avait été produit avant, mais paradoxalement plus facile à entretenir et certainement plus fiable. Donc nous commencions à posséder un moteur qui fonctionnait. Le Cavalier. La dynastie Cromwell commence. Le cruiser Mk7, plus connu sous le nom de Cavalier, avait un équipage de 5 hommes. Il était armé d'un canon de 6 livres avec 2 mitrailleuses BESA. Son blindage pouvait atteindre 76 mm. Son moteur 9 field Liberty lui donnait une autonomie de 265 km. Il développait 410 chevaux pour une vitesse maximale de 38 km/h. Le Cavalier ne fut pas utilisé au combat car les Cromwell plus rapides et plus fiables étaient apparus en 1944. Mais il entra en service comme char d'observation et fut utilisé dans ce rôle par l'artillerie dans le nord-ouest de l'Europe. Le Cavalier fut une tentative logique d'améliorer le Crusader. Il fallait un meilleur blindage et un châssis capable d'accueillir un plus gros canon. Le problème était qu'il utilisait encore le moteur Liberty. Quand on augmente le blindage d'un engin conçu sur un châssis légèrement plus grand, le moteur a un sérieux effort supplémentaire à fournir. À la mi-1943, l'état-major général britannique avait changé son approche sur l'armement des chars. L'expérience acquise en Afrique du Nord avait démontré qu'après une percée, les véritables cibles étaient les canons anti-chars et les positions d'infanterie fortifiées.
Plus encore que les obus perforants habituels, c'est d'un char capable de tirer un obus explosif digne de ce nom dont on avait besoin. Non seulement les nouvelles versions du Cromwell allaient être dotées du nouveau canon de 75 mm, mais les exemplaires existants furent rappelés et leur canon de 6 livres remplacé. Développé à partir de ce dernier et incorporant certains de ses composants, le canon de 75 mm tirait des munitions américaines, ce qui signifie que les équipages pouvaient compter sur un approvisionnement sans faille. Le Centaure. Le second char lourd appelé à succéder au Crusader fut baptisé Cromwell II. Ce nom allait être changé pour devenir le Centaure. La principale différence entre le Centaure et les autres Cromwell tenait simplement dans le moteur Liberty. C'est aussi simple que ça. À l'origine, il devait être doté du Météore, mais malheureusement la production des Météores ne put suivre celle des chars. Conçu pour être totalement interchangeable, il avait en plus l'avantage par rapport aux cavaliers d'avoir un bon système de refroidissement. Il servit au sein du groupe d'appui des Royal Marines le jour du débarquement. Ils s'enfoncèrent en profondeur à l'intérieur des terres, utilisant les chars comme appui d'artillerie. Le Centaure était manœuvré par un équipage de 5 hommes. Il était armé d'un canon de 6 livres et d'une ou deux mitrailleuses BESA. Son blindage était de 76 mm au maximum. Son moteur 9-fil Liberty développait 395 chevaux et le propulsait à une vitesse de 43 km/h pour une autonomie de 250 km. La Grande-Bretagne avait-elle finalement produit un char qui pouvait réellement affronter les Panzer-Divisions? Oui, mais pas en nombre suffisant pour avoir une chance de menacer la puissance des forces blindées allemandes. Alors, en mai 1943, la production du Cromwell fut transférée à Leyland Motors. Le Cromwell, poids lourd britannique. Le cruiser tank A-27M, connu sous le nom de Cromwell, embarquait un équipage de 5 hommes, était armé d'un canon de 75 mm, avec 3 mitrailleuses BESA de 7,92 mm, le tout protégé par un blindage de 76 mm. Son moteur Rolls-Royce Meteor développait une puissance impressionnante de 600 chevaux, avec une vitesse de plus de 60 km/h et une autonomie de près de 280 km. À l'origine, le Cromwell était destiné à affronter les chars allemands, tels que le Panzer IV et son canon court de 75 mm, ou le dernier modèle du Panzer III, armé du canon long de 50 mm. Et il était bel et bien capable de tous les affronter. Mais malheureusement, il arriva plus de 2 ans trop tard. Il ne faisait plus le poids face aux panthères et encore moins aux tigres. Mais il avait sa vitesse pour lui. Lorsque nous débarquâmes en Normandie, les régiments de reconnaissance qui devaient se déplacer rapidement furent équipés du Cromwell. Les brigades de chars en étaient également dotées. Un autre de ses avantages résidait dans sa capacité à franchir les pentes. Dans la profondeur du bocage normand, il gravissait beaucoup mieux les collines que le Sherman, qui pourtant était un char bien plus moderne. Sur le papier, le Cromwell semblait répondre aux souhaits des équipages des chars britanniques, durement éprouvés par les combats. Mais allait-il rencontrer un véritable succès sur le terrain? Il existe des descriptions faites par des équipages de Cromwell lors de leur briefing juste avant la Normandie, alors qu'ils revenaient d'Afrique du Nord avec la 7e division blindée. Ils furent équipés des nouveaux Cromwell.
Ils avaient l'espoir de pouvoir enfin disposer d'un bon engin. Lorsqu'ils furent briefés par leur commandant d'unité sur les qualités des chars allemands, il semble que leur enthousiasme ait été refroidi. Nous envoyâmes des plaintes au ministère de la Guerre et nos généraux firent probablement de même. Un ou deux d'entre eux donnèrent même leur démission. Mais nous n'obtinrent pas un bon char avant la fin de la guerre, c'est-à-dire un peu tard. Alors que la rampe venait de s'abaisser, nous sommes sortis du chaland de débarquement. Il y avait des corps partout et je me rappelle le pilote. Nous étions tous reliés par l'intercom qui disait « Bon Dieu, caporal, où est-ce que je vais ?» Je répondis « Droit devant toi et fais de ton mieux. » Ce qui me préoccupait était la présence possible de blessés qui ne pourraient pas se dégager. Mais nous n'avions pas le choix. Il fallait aller là où nous devions nous positionner et s'il y avait quelque chose sur le passage, eh bien tant pis. Vous pouvez imaginer quand nous sortions du char et que nous regardions nos chenilles. Ce fut ma première initiation. Le Cromwell eut son baptême du feu au cours de la bataille de Normandie. Après les débarquements du 6 juin, la 7e division blindée tenait le Calvados à l'ouest du bassin de la Seine. Le terrain n'aurait pas pu être plus différent du désert. La zone du sud et de l'est de Caen était une campagne sans couvert, alors que la région au sud et à l'ouest de Bayeux était un labyrinthe de petits champs pentus, enfermés entre des haies denses et entremêlées. Les villages étant reliés par un réseau de chemins de campagne. Avec un char qui misait sur sa vitesse et sa manœuvrabilité, la Normandie était un test pour les équipages de chars alliés. Ce terrain, apparemment idyllique, ne pouvait pas être pire pour les Cromwell. Nous roulâmes tout droit, puis nous avons fait une pause pour la nuit, avant de reprendre notre marche au matin. Nous avons rejoint la petite ville de Villers-Bocage. Notre escadron de tête devait s'emparer d'une grande colline à l'autre bout de la ville, qui était franchement imprenable. Je l'ai constaté après. Il n'y avait aucun couvert, aucune forêt, pas de buissons. C'est alors que les ennuis commencèrent. Une division blindée entière fit une halte. Elle fut forcée de se replier, remplacée par une compagnie en sous-effectif commandée par un lieutenant. Même le plus stupide des sous-lieutenants n'aurait pas envoyé une colonne de blindés sur une route à voie unique, sur une crête avec des arbres de chaque côté. C'était chercher les problèmes. Les chars sont inutiles en environnement confiné. Ils ne peuvent ni voir, ni manœuvrer. Ce que le commandant de la compagnie du Yeomanry aurait dû faire, c'était de faire avancer son infanterie sous la crête, reconnaître chaque côté de la route et seulement alors envoyer ses blindés. S'il avait fait cela, ils auraient découvert le lieutenant Whitman et ses tigres cachés là, se frottant les mains, en pensant que pour eux, c'était leur jour de chance, ce qui se révéla exact. J'ai reculé dans une cour. Et j'ai soudainement vu un de ces énormes foutus tigres allemands passer lentement devant moi. J'avais laissé mon tireur sortir. J'ai mis mon opérateur radio à la place du tireur et lui ai ordonné de charger le canon. Je décidai de prendre le tigre en chasse, car la seule manière de l'atteindre avec nos petits canons était de le toucher par l'arrière. J'ai alors ordonné au pilote de suivre le char. Le problème, c'est que nous l'avons suivi jusqu'en bas de la rue principale. Et là, ce foutu gars était tombé sur l'un de nos autres chars, au bout de la rue. Il fit donc demi-tour, et nous nous sommes retrouvés face à face, à 350 mètres l'un de l'autre. Autant dire qu'il allait m'assassiner. J'ai cependant tiré 2 obus qui ne firent que rebondir sur l'avant de son char.
Il riposta ensuite d'un seul obus, mais celui-ci ne rebondit pas. Et quand vous étiez touché, vous aviez exactement 12 secondes pour sortir de la tourelle. Car tant que vous n'étiez pas sorti, le pilote sortait par l'avant. Ceux qui étaient dans la tourelle ne pouvaient pas sortir. Alors vous posiez votre pied comme ceci sur le toit, en vous jetant à terre en espérant que tout le monde aurait le temps d'évacuer l'engin. Mon tireur avait été tué. Un autre de mes hommes sortant par l'avant fut tué en sautant dehors. Le pilote s'en était tiré, il était en sécurité et je fus éjecté de la tourelle, blessé au visage. Je ne me rendais pas compte. Et je courus à travers la rue pour ramasser la radio et rendre compte de la situation au reste du régiment. Une division blindée entière fait une halte. Elle est forcée de se replier, remplacée par une compagnie en sous-effectif, commandée par un lieutenant. C'est incroyable. Les deux généraux de la brigade furent d'ailleurs sanctionnés. Le général de division Bobby Haskins le fut aussi, et peu après, lors de l'opération Blue Coat, le général de corps d'armée Boutnor subit le même sort. Bien que les Cromwell aient été aidés par les obusiers de 95 mm en appui, ils jouaient sur leur vitesse pour se tirer d'affaire. Un canon de 17 livres fut monté, dont on espérait qu'il allait résoudre tous les problèmes du Cromwell. Ce n'était pas évident de monter les canons de 17 livres sur les chars britanniques. Ils étaient très gros, très lourds, et les tourelles des chars britanniques précédents n'étaient réellement pas conçues pour l'accueillir. C'était difficile. En fait, il s'est avéré impossible de monter une tourelle adaptée sur le Cromwell. Les tentatives pour surarmer le Cromwell et y placer le 17 livres échouèrent lamentablement. Et à la fin de 1943, il y eut un besoin certain d'un cruiser-tank rapide avec une protection balistique décente et un canon capable de détruire les derniers modèles de chars allemands. La priorité absolue pour cette tâche était de trouver quel canon pourrait être monté sur la tourelle du Cromwell facilement et rapidement. Ce nouveau char devrait être construit avec autant de composants du Cromwell que possible. Finalement, Vickers-Armstrong proposa une version allégée et plus compacte du canon de 17 livres. Le dernier des cruisers, le Comet. La plupart des gens considèrent le Comet comme une sorte d'erreur. Je ne suis pas certain que ça ait été le cas. Le Comet n'a jamais eu sa chance. Il arriva juste à la fin de la guerre et il ne prit pas vraiment part à l'action. Il resta en service dans quelques unités après la guerre et finit par servir de cible pour les chars à l'exercice, car il avait un fort blindage. Cela prit du temps avant que le Comet n'entre en service, principalement parce que les efforts de production des Britanniques étaient concentrés sur le débarquement, avec la volonté première d'aligner le plus grand nombre de chars possible, rééquipant toutes les unités pour le printemps et le début de l'été 1944. Sous bien des aspects, tout ce qui arrivait au mauvais moment allait être repoussé à plus tard pour assurer le succès de l'opération Overlord. Et c'est pourquoi le Comet n'entra pas en service avant la fin 1944, début 1945. Il se montra être un excellent char, mais il arriva un petit peu trop tard pour avoir un impact décisif sur la Seconde Guerre mondiale. Bien que le Comet n'eût jamais été qu'un Cromwell surarmé, au début 1944, il devint évident que la moitié du char allait devoir être revue. Cette découverte était un revers. Le Comet n'entra pas en service avant Noël 1944. Le Comet était un Cromwell revisité. Caisse plus grande, même suspension, grande tourelle accueillant un canon de 77 mm, qui était une version revue du 17 livres. Ce qui en fait le mettait à égalité avec le Panther allemand et probablement un peu au-dessus du Panzer IV à canon long. En janvier 1945, lors de la campagne vers le Rhin et au-delà, le Comet tenait bien la distance et il ne restait pas grand-chose en face pour lui barrer la route.
Il continua à rendre de bons services jusqu'à la fin des années 50. En 1945, la Grande-Bretagne avait finalement produit un char qui la propulsait au sommet du concept de cruiser tank. Après plus d'une décennie de coupes budgétaires et d'indécisions qui avaient plombé le développement des chars depuis les années 20, l'Angleterre réussit finalement à produire un cruiser tank qui forçait le respect. Le Cromwell était un char adapté à toutes les formes de combat, mais qui ne brillait dans aucune. Il arriva vraiment trop tard dans le cours de la guerre pour avoir un effet significatif sur son issue. Sa principale faiblesse était son canon. Mais dans l'ensemble, c'était un assez bon char. Le blindage aurait pu être un peu plus épais, bien qu'il fût dans la moyenne des chars de cette génération. Le Comet, lui, est un très bon char, et si nous l'avions eu un peu plus tôt, certaines choses auraient été différentes. Bon nombre de chars britanniques détruits dans les dernières phases de la guerre, en 1944-45, ne le furent pas par les chars allemands, mais par les canons anti-chars. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas facile de faire face à un Tigre allemand lorsque vous étiez assis dans un Cromwell ou un Sherman. Le Tigre avait un avantage écrasant en termes de blindage et de puissance de feu. S'il était apparu 2 ans plus tôt, alors il aurait vraiment fait la différence. À ce moment de la guerre, les Allemands avaient plusieurs longueurs d'avance. Ceci étant dit, ce char était fiable, grimpait très bien les collines, était rapide. Et c'est vraiment sa vitesse qui le sauvait, bien plus que sa protection ou son canon.